Le monde tourne, la croix demeure. C'est la devise de son saint patron, Saint Bruno. Ce pourrait être également la sienne. Journaliste, longtemps patron du quotidien La Croix, justement. Aujourd'hui, président d'honneur du groupe Bayard. C'est un jeune retraité qui vient nous rendre visite dans VIP. J'ai le grand plaisir d'accueillir Bruno Frappat. Bonjour. Bonjour. Jeune retraité. Donc, ça se passe bien la retraite ? Écoutez, l'expérience est trop fraîche pour conclure quoi que ce soit. J'ai été un peu désarçonné par l'absence d'actualité dans ma vie, puisqu'un journaliste il vit sur l'actualité et est obligé de me désintoxiquer de l'actualité, ce qui est parfois une souffrance. Alors, ma question était quand même très ironique, parce que j'ai du mal à croire que quand on baigne, comme vous, dans le journalisme, depuis, j'allais dire tout petit, depuis 19 ans, enfin l'âge de 19 ans, où vous avez eu votre carte de presse, qu'on a été nourri, biberonné à l'information, que ce soit au Monde ou évidemment au journal La Croix, on a du mal à croire que comme ça, du jour au lendemain, on se dise allez, fini l'actu, fini l'info, fini la réflexion. La preuve, c'est que vous avez un blog qui s'appelle À Vif, ça veut quand même tout dire. Oui, le blog s'appelle À Vif, mais pour l'instant, il est plutôt à l'état d'agonie, puisque ça fait un mois que je n'y suis pas allé. Eh bien. Voilà. Mais ce que je continue à faire, en revanche, c'est à écrire des chroniques. Je rédige 3 chroniques par semaine. Dans Panorama ? Non, 2 dans La Croix. Ah. Une chronique littéraire tous les jeudis, une chronique d'humeur qui s'appelle L'humeur des jours tous les week-ends. En plus, je fais une chronique d'actualité tous les week-ends dans le Dauphiné libéré, qui est mon journal natal. Voilà. Et puis une fois par mois dans Panorama, une chronique qui s'appelle Mot à mot. Voilà. Donc je continue à écrire dans un bain d'actualité, mais avec moins de frénésie par rapport à l'intérêt que je porte à l'actualité. J'ai pris un peu de distance du fait de ma retraite, et c'est une expérience qui, humainement, est enrichissante, en même temps un peu tourneboulante, parce que quand on a été complètement intoxiqué par l'actualité pendant 45 ans, ce qui a été mon cas, le fait de s'en extraire provoque des troubles. Pourquoi intoxiqué ? Pourquoi tout de suite un adjectif finalement Parce que c'est une drogue. Nocif. Parce que c'est une drogue. Ah oui. C'est une drogue dure. C'est une drogue exigeante. C'est une drogue qui vous agrippe. C'est une drogue licite. C'est la différence avec les drogues dures habituelles, si vous voulez. Donc il y a un aspect toxicomaniaque dans le journalisme que je revendique à la fois pour ses aspects positifs et que je regrette un peu pour ses aspects négatifs. Oui, Voilà. que si on en définissait quelques-uns d'aspects positifs et quelques aspects négatifs, rapidement. L'aspect positif, c'est que l'actualité, c'est quand même, et ça reste, la vibration de l'humanité qui est en marche, l'histoire en train de se faire, les hauts, les bas, les joies, les peines, le cœur, la méchanceté, etc. Tout ça, c'est une vibration. L'aspect négatif, c'est un peu superficiel. Et la passion pour l'actualité, je me rends compte maintenant que j'ai pris un peu de recul, peut vous détourner des approfondissements, peut vous détourner de creuser les sujets. Voilà, le grand défaut du journalisme, qui par ailleurs a beaucoup de qualités, c'est un métier passionnant que je conseille à tout le monde, mais le principal défaut du journalisme, c'est de ne pas trop creuser les questions. C'est de ne pas approfondir, c'est de ne pas aller chercher au-delà des apparences. Ah, mais pourtant, la presse écrite est quand même moins immédiate que la presse audiovisuelle que nous pratiquons, nous, même si cette émission n'est pas forcément la bonne référence pour ça, mais on a plus, justement, quand vous avez repris La Croix en 1994, vous vous êtes dit, voilà, on est dans une temporalité, c'est la presse écrite, on a le temps de creuser les dossiers quand même, c'était des choses que vous aviez exprimées. J'exprime souvent l'idée que le temps de retard de la presse écrite par rapport à l'audiovisuel n'est pas un handicap, c'est un avantage, c'est un privilège. Ça permet de prendre du recul par rapport aux événements. Simplement, ce que je dois constater, c'est que depuis 20 à 30 ans, la plupart des médias écrits se sont contentés d'essayer de copier l'audiovisuel en rapidité, en brièveté, en superficialité, etc. Et se sont contentés souvent de courir derrière l'audiovisuel,
alors qu'il fallait complètement s'en détacher. Et moi, je trouve que, si notre journal La Croix a tant progressé depuis 10 ans, puisqu'on a gagné 25% d'abonnés en 10 ans, alors que les autres commençaient à baisser, voire à s'effondrer, c'est précisément parce qu'on a pris le parti du recul par rapport à l'actualité. Justement, c'est vrai que La Croix, nous on l'a juste vu, rien qu'en écoutant par exemple les revues de presse des radios, oui. La Croix est citée au même titre que tous les autres quotidiens. Ce n'est plus un journal clandestin. Voilà, c'est plus le petit journal un peu bizarre, un peu à côté, seul journal religieux pratiquement, qui existe sur la place. Ça vous a parlé, cette devise de Saint-Bruno que vous connaissiez forcément, le monde tourne, la croix demeure? Écoutez, je crois me souvenir, j'en suis même certain, que c'était la chute de mon discours d'adieu à la rédaction du Monde en 1994. D'accord. Je vais même citer en latin, Stat crux dum volvitur orbis, qui est donc, comme vous l'avez dit, la devise de Saint-Bruno. Et c'était un peu ironique parce que... Là, c'est à l'envers, c'est la croix demeure pendant que le monde tourne. Stat crux. Oui, la croix demeure. Oui, mais comme c'est du latin, on peut l'inverser en français. Et dire à la rédaction du Monde que le monde tourne et que la croix demeure, c'était quand même une petite vacherie, mais ça a été très applaudi à l'époque. Oui. La croix d'ailleurs, elle a été, je veux dire, le symbole de la croix a été sur le journal La Croix à une époque, jusqu'à une certaine date que je vais retrouver. Oh, c'est dans les années 50. Jusqu'au jour où on l'a fait. 1957. Oui, voilà. C'est ça. Oui, le crucifix disparaît de la une, et c'est au moment où le journal s'est engagé contre la torture en Algérie. Vous auriez voulu qu'elle reste cette croix ou pas? C'était pas seulement une croix, c'était un Christ en croix. C'est-à-dire que ce n'était pas simplement le symbole. C'était un manifeste. Il y avait le corps du Christ suspendu, cloué, qui dégringolait sur les 2/3 de la une du journal et qui occupait un tiers, grosso modo, de la surface. C'était terrifiant comme image. C'était très beau. C'était une belle gravure, mais enfin, ça renvoyait à des époques lointaines. C'était pas forcément, en tout cas, à laisser pour aujourd'hui. Non, je crois que personne n'a l'idée de le remettre de la sorte, en tout cas. Qu'est-ce que le fait d'être journaliste chrétien, catholique, a changé dans votre manière de pratiquer le journalisme? Est-ce que ça a changé quelque chose déjà? Je serais tenté de vous dire que non. En même temps, ça me déçoit si vous me dites ça, Bruno Frappat. Attendez, il n'y a pas de raison que les journalistes catholiques n'essayent pas d'être des professionnels. Ah oui, non, mais bien sûr, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose peut-être un petit peu en plus? C'est quand même pas anodin quand on vient travailler au journal La Croix. Oui, mais quand on écrit dans Panorama. Oui, mais déjà quand j'étais au Monde, j'étais le cateau de service. Oui. Bon, j'étais. Oui, mais dans un journal. La seule différence, c'est que je suis passé de l'implicite à l'explicite. Oui. J'ai quand même travaillé de coming out. Pendant plus d'un quart de siècle au journal Le Monde. Vous êtes passé rapidement dessus. Oui, parce qu'on va y revenir. Revenons-y maintenant. Et vous avez commencé, là-bas, vous avez grimpé les échelons. J'étais catho, mais implicite. Je n'avais pas à m'exprimer en tant que catho. En passant à la Croix, je suis passé dans l'explicite. Donc, disons qu'il y a deux parties de moi-même qui se sont rejointes. Et finalement, bien que j'ai eu une passion pour le journal Le Monde, c'est quand même à la Croix que je me serais épanoui le plus merveilleusement. Voilà. Mais ça correspond, ce changement professionnel, qui n'est vraiment pas anodin. Non. De changer d'un titre comme Le Monde à un titre comme La Croix, c'est vraiment plus rien à voir. Est-ce que ça correspond dans votre vie privée aussi à un changement, à une prise de conscience peut-être plus vivante ou plus prégnante de votre religion aussi, ou pas du tout? Ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Le professionnel vous a aidé dans le personnel? Oui, c'est-à-dire que je ne suis pas allé à la Croix par esprit missionnaire, ou par prosélytisme, ou militantisme, ou dévouement extrême. J'y suis allé parce qu'on me l'a proposé. J'en avais pas eu l'idée auparavant. On me l'a proposé, on est venu me chercher. Ça a correspondu à un moment où Le Monde était un journal qui... C'est pas moi qui ai quitté Le Monde, d'une certaine manière. C'est le Monde qui vous a quitté. C'est le Monde qui m'a quitté. J'ai déjà lu ça quelque part. Ouais. Et ça, je crois que ça correspond à la vérité profonde. J'avais fait mon temps au Monde. Voilà, sans jeu de mots, j'avais fait mon temps. J'étais plus l'homme de la situation. C'était Jean-Marie Colombani qui devenait directeur. Et moi, comme il avait été mon adjoint, j'en connaissais toutes les qualités et toutes les limites. Donc voilà, ça correspondait à un moment où j'avais envie d'aller voir ailleurs. Et puis on m'a dit, venez donc à la Croix, il y a un journal dont le directeur va prendre sa retraite et qui cherche un remplaçant. Et je suis très fier de ce que j'ai fait à la Croix. C'est la grande fierté de mon existence professionnelle. C'est ma formation de journaliste au Monde et ma réalisation à la Croix. Est-ce qu'il ne faudrait pas, je me pose des fois la question, qu'il y ait un autre journal catholique un peu concurrent de la Croix,
catholique ou chrétien, pour que déjà, cette religion-là soit plus en vue, et qu'en même temps, il y ait une sorte d'émulation, de stimulation, parce que les titres de presse écrite catholiques ne se font absolument pas concurrence, très peu. Ah si, les hebdomadaires. Oui, les hebdomadaires un peu plus, mais la Pèlerin, Famille chrétienne, La Vie, Panorama et se font concurrence. Un petit peu, oui, mais la Croix est tout seul sur son marché, sur son créneau en tout cas. Non. Il y a qui alors? Je vous reprends, la Croix n'est pas seule sur son marché. Alors, la Croix il y a qui alors? Il y a Le Monde, il y a Le Figaro, il y a Libération, il y a l'Humanité, il y a La Tribune, il y a L'Équipe, il y a Les Échos. Tout à fait, je suis d'accord pour dire qu'ils sont tous au même niveau. Mais oui, est-ce que... Nous ne sommes pas un journal catholique à côté des journaux qui seraient des vrais journaux. Nous sommes un vrai journal. Et donc nos concurrents, ils existent déjà. Je veux bien que vous créiez un deuxième concurrent catholique. Non, pas moi. Mais ça fera un concurrent de plus parmi tant d'autres. Voilà. Mais... non, notre stimulation, c'est de lutter contre l'indifférence. Et la vraie concurrence d'un journal comme La Croix, comme de tous les autres quotidiens, c'est l'indifférence à l'actualité, avec en plus pour La Croix l'indifférence à la religion. Et qui grandit dans nos sociétés. Enfin, c'est phénoménal, le côté insulaire de ce qui reste de chrétienté, ou le côté marginal de toutes les questions liées à la foi chrétienne, est un véritable danger culturel. Et on parle beaucoup de religion actuellement dans la presse, mais on parle surtout des dérives de l'islamisme et des caricatures du catholicisme. Le reste est inexistant. Il y a une mode sympathique en faveur du bouddhisme, bien que ce ne soit pas une religion. Le judaïsme, on n'y touche pas trop, ça reste quand même un petit peu isolé. Bon. Mais la caricature de la religion catholique particulièrement, les protestants sont un peu épargnés par rapport à ça, est quelque chose de phénoménal qui nécessite l'existence d'un journal ouvert comme La Croix pour faire passer des messages du monde catholique à la société et de la société au monde catholique. Vous êtes nostalgique c'est encore tout récent. De quoi? De la chrétienté? Non. Je ne suis pas nostalgique de la chrétienté. Non, de ne plus être le patron de ce journal, quoi. Est-ce qu'il y a une nostalgie il y a déjà quelque temps que je ne l'étais plus, puisque j'avais été nommé en 2005 président du directoire de Bayard, donc de l'ensemble du groupe Bayard. Ça permet de de ce fait-là, j'étais plus directeur de La Croix. Enfin, j'étais directeur de la publication, mais je n'étais pas directeur opérationnel. Exécutif, donc la souffrance, elle s'est faite à ce moment-là. Voilà. Mais elle a été de brève durée. Enfin, on a abrégé mes souffrances, parce qu'il y avait tellement de sujets à régler pour Bayard que j'avais plus le temps de me soucier de ce que devenait le journaliste Frappa, sauf le côté chroniqueur, quoi. Allez, question à 100 €. Qui habite 27 rue du Labrador? Alors, est-ce que c'est 27 ou 29 qu'habitait Tintin? 27, moi, il me semble. Vous pensez que c'est 27? Il me semble que c'est 27. Il faudrait vérifier sur sa carte de visite. Je crois Tintin reporter, oui. C'est à cause de lui que je suis devenu journaliste, comme tant de gens de ma génération. La fascination pour ce petit reporter, globe-trotteur, qui allait partout répandre la justice, l'équité, la loyauté, la bonté, qui terrassait les méchants, alors, etc. Ça, c'est votre vision du journalisme quand vous avez 19 ans, que vous prenez votre première carte de presse. Oui. On se transporte dans le temps, mais aujourd'hui, est-ce que vous avez toujours la même vision du journaliste? Pas du tout. Ah, oui. Non, parce que je crois qu'au début, on devient journaliste un peu idéalement, et égoïstement. Idéalement parce qu'on se dit qu'on va semer la justice partout. Sous vos pas va germer la justice, l'équité, la gentillesse. Et puis on devient journaliste égoïstement parce que c'est pour soi-même qu'on devient journaliste. C'est pour se faire plaisir. Puis c'est parce qu'on aime écrire. Et c'est pour exprimer ses idées, etc. Et puis peu à peu, très vite en fait, on se rend compte qu'on n'est pas journaliste pour soi. On est journaliste pour ceux qui lisent les journaux. Donc on est au service de l'éclairement des lecteurs et non pas au service de sa propre expression, etc. On n'écrit pas dans un journal comme on écrit dans un journal intime. Moi j'ai appris à écrire, je pense que ça me reste, en écrivant mon journal intime quand j'étais enfant. Enfin, pré-ado, on dirait aujourd'hui, pré-ado. 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et dès que je suis rentré dans des vrais journaux, il a fallu que je me désapprenne cette capacité à écrire un journal intime. C'est pas mes sentiments, mes sensations, mes dadas, ou mes soucis, ou mes furibonderies qui intéressent les autres.
c'est la réalité de ce qui se passe ailleurs. Avec quand même une analyse. Enfin, un journaliste, quand il écrit, soit il expose les faits de manière un peu brute, genre agence France Presse, où là on a une info, Oui. mais bon, il y a quand même un travail d'analyse. Est-ce que c'est pas ce qu'on demande aussi aux journalistes? Donc il y a quand même son point de vue, évidemment en fonction du journal auquel il appartient. Mais... Oui, mais analyse, il faut, comment dire, il faut être modeste de ce point de vue-là, parce que l'analyse du journaliste, elle n'a de valeur que si elle part d'une compétence. Or, la compétence journalistique, au début, elle n'existe pas. Au début d'une carrière, on n'a aucune compétence. Moi, j'ai fait des études de lettres modernes. Je suis allé jusqu'à la maîtrise sans aller jusqu'à rendre mon rapport, mon mémoire de maîtrise. On reparlera littérature dans l'émission plus tard. Avec un travail sur Flaubert et la religion de la littérature. En quoi ça me rendait compétent pour parler, pour analyser les questions d'éducation au monde en 68 et après 68. C'est sur le tas que je crois que je suis devenu compétent dans ce domaine-là. Donc c'est un passe-plat le journaliste normalement. C'est-à-dire qu'il va voir des spécialistes, il leur demande leur spécialité, et puis après il les prend en compte, il les traduit, il les met en musique, il les simplifie et il les passe au public. Donc c'est un transmetteur, c'est un médiateur en quelque sorte. Mais on est très loin du journal intime. Hein. Pardon. Est-ce qu'il y a un reportage ou un sujet ou un article ou une enquête qui vous a marqué plus que d'autres? J'imagine que oui, il y en a forcément. Ce qui m'a incontestablement le plus marqué dans ma vie professionnelle est dû à un hasard de calendrier. C'est que je me suis trouvé invité à un colloque à Mexico en septembre 1985, que je suis arrivé 24 heures avant le tremblement de terre de Mexico, dont je rappelle aux jeunes téléspectateurs de KTO qu'il a fait 20 000 morts. Et donc j'ai vécu en direct ce tremblement de terre dans ma chambre d'hôtel. J'ai cru mourir. L'hôtel s'est effondré? Une partie de l'hôtel s'est effondrée. Ma femme, pendant 36 heures, a cru que j'avais disparu. Et puis j'ai réussi à envoyer des articles au Monde à partir du 2e jour, qui ont attesté que j'étais toujours vivant. Et je suis resté pendant 15 jours à faire un reportage sur le tremblement de terre de Mexico, qui avait fait donc 20 000 morts, 8,1 sur l'échelle de Richter. Hein. C'était un très gros séisme. Et ça a été une impression phénoménale qui m'a fait adorer ce pays, adorer ces gens, et voir que, comme on l'a observé récemment à propos d'Haïti, les premiers secouristes, les premiers sauveteurs, ce sont les gens eux-mêmes. Et moi, au bout de 5 minutes que je suis sorti de la moitié des ruines de mon hôtel, j'ai commencé mon reportage, et il y avait déjà des gens qui commençaient à secourir les autres, qui venaient des lointaines banlieues parce que ça s'était passé dans le centre, pour relever des ruines, etc. Ça a été un événement qui m'a bouleversé émotionnellement, et j'en suis revenu assez changé. Par exemple, je faisais jusqu'alors des petits billets un peu sarcastiques dans Le Monde tous les jours à la une, qui s'appelait Au jour le jour. Et après cet événement, j'ai plus eu envie. J'ai dit non, l'actualité est plutôt grave, l'actualité est plutôt sévère, je vais arrêter de ricaner. Voilà. Ça, c'est l'événement qui m'a le plus ému, bouleversé au sens physique et mental et moral et éthique même. Bon, puis il y a d'autres choses, mais ça marque. Le genre d'événement que vous avez en plus dû revivre un peu par procuration avec Haïti. Oui, parce qu'il y a chaque fois qu'il y a un séisme voilà. sur Terre, je suis devant les images saisies, et j'ai l'impression de revivre ce que j'ai vécu le 19 septembre 1985 à 7h12. Et alors si on part dans le sens inverse, du côté joyeux du monde et de la vie, vous avez une grande satisfaction durant votre carrière, quelque chose qui vous a peut-être nourri longtemps, ou qui en tout cas vous a fait rudement plaisir, même si c'était passager? Je vais citer 2 satisfactions. La première, c'est d'être embauché au Monde à l'âge de 23 ans. Et la deuxième, plus récente, c'est, je pense, d'avoir rétabli La Croix comme vrai journal, et dont la diffusion augmente. Comme je lui avoir l'ai donné dit une certaine envergure, en tout cas. Je pense d'avoir professionnalisé ce journal, d'en avoir fait un grand journal.
Voilà. Le petit Bruno Frappa qui rêvait d'être reporter, il avait quel âge? Préado, vous disiez? Celui qui voulait être reporter, oui. Non, il avait 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Mais c'était un petit garçon effacé. D'accord. Très timide. Le petit dernier d'une famille assez nombreuse, de 6 enfants. Le chouchou de sa maman, d'après ce que disent tous ses frères et sœurs. Ah, mais c'est toujours comme ça, le petit dernier. C'est ce qu'on prétend. Puis alors, le petit dernier, il va nier, forcément. Je ne me prononcerai pas. Je ne me prononcerai pas, mais enfin, il y avait un certain attachement de la maman pour son petit dernier, c'est sûr. Elle a beaucoup pleuré quand je suis venu m'installer à Paris. Mais c'était un petit garçon un peu rentré, vous voyez, il n'aimait pas trop le sport, il n'aimait pas trop recevoir des ballons sur ses lunettes, il n'allait pas au ski, pourtant il vivait à Grenoble, mais il n'aimait pas le ski, il préférait faire du piano ou lire des livres. Et c'était un petit garçon qui voulait être à côté, qui aimait bien regarder. Tranquille, paisible, pas du tout physique, et déjà un peu intellectuel, quoi, aimant beaucoup les livres. Et comment dire, il voulait pas être dans l'action, il voulait être dans l'observation. Oui, ce qui finalement s'est confirmé plus tard alors. Voilà, il voulait être sur le côté, comme il voulait pas être sur le terrain de foot, il voulait être sur la touche, prendre des notes et raconter. Voilà. Là, vous n'êtes effectivement, c'est un métier d'observation, nous sommes d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres domaines dans lesquels vous êtes dans l'action de fait? Est-ce qu'il y a eu besoin de combler par de l'action, j'allais dire pure et dure, ailleurs? Un engagement associatif ou même sportif ou... Moi, personnellement? Oui, vous personnellement, Bruno Frappa. Bon, je me suis engagé un peu en famille. C'est pas rien. Je me suis marié en 1974 avec mon épouse, Dominique. Nous n'avons pas changé d'avis depuis 1974. Nous avons 3 enfants, nous les aimons beaucoup et nous nous aimons beaucoup. C'est un engagement dont la rareté va devenir une qualité dans notre société. Sinon, non, j'ai passé tellement de temps à mon métier que j'ai eu très peu d'engagement. Parce que les engagements que vous avez à côté, finalement, découlent pas mal de votre métier. Je pense aux États généraux de la presse, dont vous avez été responsable pour toute une partie. On va en parler dans 2 minutes. Je pense à ce code de déontologie. Oui, c'est la suite un peu des États généraux de la presse, dont vous êtes chargé. Oui, mais enfin, j'ai eu d'autres activités. J'ai été président du comité social de la Fondation de France. J'ai été dans les syndicats de journalistes au début de ma carrière. Un peu moins une fois que j'étais chef, parce que je suis passé de l'autre côté. Mais ça reste très périphérique au journalisme. Ah oui. D'une manière générale. Oui. Par exemple, les États généraux de la presse. Dans ma jeunesse, si, j'avais des engagements dans ma jeunesse. Par exemple, j'ai été l'un des responsables du groupe des jeunes de ma paroisse, qui s'appelait le groupe Saint-Louis. Mais j'étais déjà responsable de l'aspect journalistique, puisque j'étais rédacteur en chef du journal de ce groupe qui s'appelait Vers les sommets. Saint-Louis, l'église de Grenoble? Oui. Oui, mais je connais. Vous connaissez? D'accord, bien sûr. Oui, c'est la grande église du centre de Grenoble. Du centre de Grenoble. Voilà, c'est la paroisse de la bourgeoisie. Voilà. J'étais bien là, j'étais à l'aise. Parce que vous vous estimez, oui, issu d'une certaine bourgeoisie. Oui. Moyenne bourgeoisie, on va dire. Oui. Mon père était ingénieur des travaux publics, ma mère était femme au foyer, forcément. Forcément, avec autant d'enfants. Voilà, donc on était classico-classique. Voilà. Et puis après, j'ai été engagé au Centre catholique universitaire à Grenoble, qui était animé par des jésuites. Voilà, donc j'ai eu d'autres engagements, mais j'ai jamais été un militant de quoi que ce soit. Classico-classique, vous disiez votre famille, mais heureux? Bah oui. Oui, et pas du tout honteuse d'être classico-classique, pas du tout, parce que ça véhicule quand même des valeurs, pas uniquement des valeurs patrimoniales. Ah oui, tiens, parlez-nous un petit peu des valeurs que vous ont transmises vos parents, parce qu'il y en a une que j'aime particulièrement dans celle dont on a pu discuter avant l'émission. C'est la valeur que m'a transmise mon père, c'est le désintéressement, mais au sens fort de désintéressement, c'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé. Au niveau matériel, qui n'est pas intéressé par le fric, qui n'est pas intéressé par le gloriole, qui n'est pas intéressé par le pouvoir, qui n'est pas intéressé... Alors c'est drôle parce que vous qui avez dirigé un journal... un groupe de presse même. Un groupe de presse, oui, voilà. Ça, c'est quoi? Vous n'avez pas cherché à être à cette place-là, ou ça vous est tombé dessus, ou puisque c'est quand même un pouvoir, la presse?
Oui. Ne mentons pas. Bon, c'est vrai que j'ai été ambitieux quand même, parce que ceux qui vous disent qu'ils sont arrivés sans ambition, c'est pas vrai, hein, c'est du pipeau ça. Hein. C'est vrai que j'étais ambitieux, quand j'étais à un poste, je voulais toujours le poste d'au-dessus. Bon, c'est pas antinomique avec le désintéressement de papa? Non, parce que par exemple, non, le désintéressement, c'est beaucoup notamment sur l'aspect financier et matériel. D'accord. Et moi, j'ai toujours eu en horreur, les gens qui ne pensent qu'à ça. Et d'une certaine manière, ce qui pourrit notre société actuellement, c'est ça. C'est l'intéressement, au sens avidité, au sens de la cupidité, au sens où le fric domine et tout ça. Comment on transmet une valeur comme ça? Comment votre père s'y est pris pour transmettre à tous ses rejetons, et notamment au petit dernier, la valeur du désintéressement? Oui, parce qu'il l'a transmis à tous. Je peux vous dire que mes frères et sœurs sont exactement de la même eau. Mais s'y est pris comment, papa? Par son comportement, oui. Pas du tout par ses discours. Moi, je m'y prends un peu par les discours, mais j'espère que mes enfants ont remarqué que mon comportement ressemblait à celui de mon père, de ce point de vue-là, différent sur d'autres plans, mais sur ce plan-là très, très proche. Mon père n'a jamais parlé d'argent à la maison, mon père n'a jamais revendiqué quoi que ce soit. Moi, j'ai jamais parlé d'argent avec mes patrons. On m'a toujours expliqué que j'étais sous-payé. Parfois, quand j'étais un peu cynique, je disais que c'était la meilleure manière d'être augmenté, c'était de ne pas en parler. Mais non, mais c'est pas une obsession, quoi. Je veux dire. Mais enfin, on voit tous que le fric est en train de pourrir le vivre ensemble dans notre société. Enfin bon, on ne va pas reparler des bonus, on ne va pas reparler des yachts, on ne va pas reparler du comportement des banquiers qui, 1 an et demi après la crise, sont repartis comme avant, etc. On ne va pas reparler de l'aspiration friquée de la pub et tout ça. Enfin bon, moi j'ai ça en horreur. C'est pour ça que c'est vous qui êtes responsable du code de déontologie, alors? Peut-être. Alors expliquez-nous un petit peu ce travail. Bon, alors les États généraux de la presse écrite se sont réunis l'an dernier. Il y avait 4 groupes. Moi, je dirigeais le groupe qui s'occupait de l'avenir du journalisme. Des métiers du journalisme. Des métiers du journalisme. Il y a fort à faire. C'est un beau métier, mais il faut le consolider pour garantir son avenir. Et dans le groupe de travail, on a fait, parmi les nombreuses propositions qu'on a avancées, il y avait celle de faire enfin un code de déontologie commun à l'ensemble des titulaires de la carte de presse, qui soit suffisamment général pour être adopté et suffisamment précis pour ne pas être inutile. Des bonnes paroles gentilles. Quoi. Alors moi qui suis titulaire d'une carte de presse, ça m'intéresse. Voilà. Alors déontologie. L'idée principale du code de déontologie, c'est de rappeler aux journalistes un certain nombre de règles qui paraissent basiques et élémentaires sur la manière de respecter, par exemple, les gens dont on parle. Ah oui, on part vraiment à la base. Ouais. D'accord. Il faut respecter ce dont on parle, il faut recouper ses sources, il faut il faut résister aux pressions. Oui, là, ça monte déjà en grade. Résister aux pressions, oui. Il faut refuser d'acheter des informations, etc. Bon, je ne suis pas venu avec le code de déontologie, mais c'est qu'on se rende compte un petit peu. Mais je le tiens à votre disposition si vous voulez vous en inspirer pour KTO. Mais je crois que KTO n'est pas l'endroit où le journalisme est le plus menacé de pourriture. On s'en tire bien. Oui. Voilà, donc vous avez une bonne note. Mais alors les syndicats de journalistes ont réagi de manière assez divergente. Il y en a qui ont protesté contre ce code de déontologie en disant que ça allait enfermer la liberté des journalistes. Et il y en a qui sont un peu plus affûtés, un peu plus subtils, qui ont compris que c'était une manière de conforter la liberté des journalistes. Parce qu'il est demandé aux éditeurs, c'est-à-dire aux patrons de presse, de permettre aux journalistes de pratiquer leur métier dans l'esprit du code de déontologie. Ça a l'air de rien comme ça, mais vous savez que si ce code était approuvé, annexé à la convention collective et appliqué, bien sûr, oui. Ce serait une révolution qui serait de nature à changer le journalisme en France. Oui, ça va surtout peut-être restaurer le lien de confiance entre les journalistes peut-être et ceux qui le servent. C'est l'essentiel. Oui. Les journalistes sont considérés comme pas indépendants, comme pas sérieux, comme pas crédibles toujours, etc. Il est urgent. Un beau métier. Oui, mais attendez, si vous voulez que je vous dise tout le bien que je pense de ce métier, maintenant je peux vous le dire. Mais là, je mets en exergue des périls qui menacent l'existence de ce métier, qui menacent sa crédibilité.
Bon, par exemple, dans le code de déontologie, on invite les journalistes à ne pas confondre ce qui est du domaine de l'information et ce qui est du domaine de la communication. Ah oui, bon, ça c'est touchy, comme on dit. Oui, c'est touchy, bien sûr. C'est très touchy. Limite entre l'information et la publicité. Oui, pas seulement la publicité. La communication, c'est encore autre chose. C'est les institutions, même si elles n'ont rien à vendre, que des idées qui voudraient quand même inspirer le travail des journalistes. Voilà. Quel est ce livre que vous avez apporté avec vous, dont je découvre le titre, là, en lorgnant un peu sur la petite table? Vous m'avez dit qu'il fallait venir. Tiens, j'en profite pour boire un petit coup, d'abord. Qu'est-ce que la vérité? Non, est-ce qu'il faut que je vous explique? Bruno Frappat, je ne sais pas quel livre il a apporté, ni quel objet. Donc je vais découvrir ça en direct avec vous, chers téléspectateurs. Vous voulez que je commence par le texte? Oui, très bien. C'est parce que c'est dans ce livre qu'il y a le texte que je voulais vous lire. Très bien, allons-y. Qu'est-ce que la vérité? De qui est-ce? Non, ça c'est... C'est pas ça. Oh, c'est un livre qui réunit des conférences de Notre-Dame, des conférences de carême prononcées à Notre-Dame de Paris en 2007. Ah bah alors on enregistre cette émission, en plus on démarre le carême, donc voilà. C'est parfait. Alors je voulais vous lire un texte, puis je vous dirai après qui est l'auteur. Très bien. Je peux? Allez-y, on vous écoute. Je vous montre là, ça fait ça et ça. C'est pas trop long? D'accord, bah écoutez... Mais ça se tient. Bon, on va voir. On écoute. Alors c'est la fin d'une intervention, donc à Notre-Dame, il faut imaginer l'ambiance. Contexte. Le gars qui a écrit ça dit « J'aimerais, puisque nous sommes dans une cathédrale, imaginer ce que pourrait être la prière du journaliste. » Tout, c'est parti. C'est pas dans le code de déontologie. On écoute. Que dirait cette prière? Seigneur, faites de moi un porte-parole de ceux que l'on fait taire. Aidez-moi à discerner ce qui vaut d'être dit. Faites de moi un artisan de la recherche de la vérité, ce qui est déjà la moitié du chemin vers la vérité. Épargnez-moi les délires, les affabulations, les pièges, les postures et les impostures. Donnez-moi la belle et simple sagesse du robuste bon sens, l'arme légère de la prudence et le bouclier de la culture. Saints et saintes du ciel, donnez-moi votre impertinence, votre refus du conformisme, votre révolte contre l'air du temps, contre les modes et le toc. Donnez-moi votre courage, votre capacité de hausser le ton, votre indiscipline. Donnez-moi tous les talents que vous avez manifestés ici-bas, et donnez-moi votre humour, vos saintes colères qui font du bien. Et vous, archanges, vous qui volez très haut, donnez-moi de prendre de la hauteur, pour avoir la vue large, pour discerner les coins et les recoins du monde, les grandes lignes de fracture ou de tension de l'histoire, les oublier. Donnez-moi la capacité de combattre avec ma plume épée, de lutter. Quant à vous, Esprit Saint, donnez-moi l'humilité de comprendre la grandeur et la limite des menus services que je rends à la réalité. Car ces réalités qui passent par ma plume sont en comparaison de la vérité immense que j'escompte, comme des frôlements, des échappées, des avant-goûts. Et vous, Marie, donnez-moi la tendresse, la chaleur, tout ce qui fait aimer ses semblables, ses contemporains. Donnez-moi d'éprouver, de trembler, de m'émouvoir devant l'infinie richesse de l'actualité, cette vibration sans fin de la famille humaine. Et vous tous, rendez-moi constamment libre de cette liberté qui est la condition de toute vérité. Si ça, c'est pas du Frappat dans le texte... Bah oui. On reconnaît le style quand même. Hein. Oui, puis j'ai percuté qu'à un moment, vous aviez fait les conférences de Notre-Dame du Carême. C'était en quelle année, ça? 2007, il y a 3 ans. 2007, c'était il y a 3 ans. Oui, retransmis par KTO, évidemment. Oui, oui, non, mais tout à fait. Oui. Tout à fait. J'aimerais bien qu'on lise prière. Ça. J'aimerais bien qu'on lise ça. Enfin, je rêve. Dans les rédactions? Non, le jour de mes obsèques. Le jour de vos... Ah, mais attendez, on va prendre des notes, il n'y a pas de souci, on va faire une émission testamentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous le jour de vos obsèques, Bruno Frappat? Tiens, ça m'intéresse. Bah, est-ce qu'il a respecté ce programme? Oula. Et alors? Il dira quoi, Bruno Frappat, du haut de son paradis? Peut mieux faire. Peut mieux faire? Peut mieux faire. Oh, il avait des dons, quand même. Il avait le don d'écriture. Et il était plutôt honnête, loyal, ambitieux, parfois dur, un peu féroce, tranchant, raide, mais quand même toujours pour la bonne cause. D'accord. Voilà. Bien. Bien. Au niveau de la... C'est une prière, hein, quand même, ni plus ni moins, c'est la prière du journaliste. La prière du journaliste. Dans laquelle, en tout cas, on peut tous se projeter, je crois. Tous.
journaliste, c'est sûr, peut-être pas journaliste aussi. Vous situez comment, vous, par rapport à une religion dont vous avez hérité enfant, hein. Enfin, vous êtes né dans la religion catholique de manière classique, traditionnelle. Complète. Il y a quand même un moment, j'imagine, où on rechoisit un petit peu sa religion, enfin, de manière... Non, ça coule de source, tout va bien. Bah, si vous êtes né petit, tout petit dedans... pourquoi la choisir, la rechoisir? Non, mais il y en a qui remettent en cause. C'est tous les matins qu'il faut la choisir. Pour moi, ça coule de source. Bon, c'est assez confortable d'ailleurs comme position. Parce que... Jamais de remise en cause, jamais de questionnement, jamais de... Oh, de temps en temps, j'ai eu envie, plus maintenant, mais d'envoyer balader, tout ça. Bon, c'est sûr que quand j'avais 20-25 ans, c'était pas aussi facile que quand j'en avais 8 ou qu'aujourd'hui. Donc il y a des moments où j'ai eu envie d'envoyer balader l'église et tout son Saint-Frusquin. Bon, aujourd'hui j'ai une distance que je crois libre par rapport à l'église. C'est-à-dire je me sens dedans, je me sens de l'église, et en même temps complètement libre d'en dire ce que j'ai envie d'en dire. Quand ça me déplaît, je me détourne. Ou je détourne ma plume, ou bien je mets ma plume au service de ce que je crois être une réalité qui est contraire à ce que dit l'Église. Qu'est-ce qui vous a déplu récemment? J'ai pas aimé la danse autour des intégristes. Pas du tout. J'ai pas du tout aimé ça. L'affaire Williamson a été épouvantable. L'affaire de la petite brésilienne. Bien sûr. Ça a été affreux. Bon, je l'ai écrit dans mon blog, je crois. Non, je l'ai écrit aussi dans La Croix, dans ma chronique d'Humeur des jours, qui n'engage pas le journal. Elle n'engage que son signataire. Oui, c'est le principe de la chronique, oui. Oui, la chronique, on fait part plutôt de ses états d'âme, et de ses fureurs et de ses joies. Voilà, bon, je me sens très libre maintenant par rapport à l'Église. Surtout maintenant que j'ai plus de responsabilité. Et qu'est-ce qui vous nourrit, enfin, comment vous la nourrissez, vous, cette foi? Parce que le journalisme peut être une manière, finalement, de nourrir sa foi connectée au monde, mais d'une manière plus en recherche, plus spirituelle. Comment vous faites? Vous allez faire des retraites, vous suivez des cours, vous lisez certains auteurs? Je ne parle pas de Flaubert. Hein. Je regarde passer les nuages, je regarde passer les vies aussi, parce que chaque décès, chaque disparition m'interpelle quelque part, comme on disait jadis. Ça ne peut pas me laisser indifférent. Moi, je commence à arriver à un âge où on voit tomber les gens autour de soi. Plouf, plouf, plouf. Où on est une bête et on ne se pose pas de questions, où on est un esprit humain et on s'interroge. Voilà. Sinon, je lis beaucoup de livres. Il y a la Fondation Jean Rodin aussi. Oui, mais ça, Rodin, c'est celui qui a créé le Secours catholique. Oui, mais ça, c'est une activité comment dire, je fais partie du conseil d'administration de la Fondation Rodin depuis quelques mois. Bon, mais ça ne me prend pas beaucoup de temps, je ne suis pas un militant très actif. Non, c'est dans la tête que ça se passe, surtout. Dans la tête, à l'intérieur de la tête. Et il se passe quoi à l'intérieur de la tête de Bruno Frappa? Je ne vous le dirai pas. Ah, c'est donc ça. Mais il faudrait que je le sache d'abord. Bon, ça transparaît un peu dans mes chroniques. Bien sûr. Même. Non, mais bon, on sait tous que voilà, il y a ce que vous écrivez et puis il y a tout ce que vous n'écrivez pas. Il y a le refus des dérives de la société contemporaine. Hein, j'ai toujours dit qu'il fallait aimer son époque. Hein, qu'un bon chrétien, ce n'était pas forcément celui qui détestait son temps. Mais j'en arrive à me dire qu'il faudrait quand même que cette époque, elle fasse quelques efforts pour se rendre un peu plus aimable. Or, il faut bien reconnaître qu'actuellement, là, on parle depuis Paris, depuis la France, dans une époque qui est redoutable de superficialité, d'injustice, de brimade, de violence, de toutes sortes, où l'État est devenu complètement déliquescent et en même temps que très rhétorique. Moi, je suis très sévère sur le fil sur lequel nous sommes là. Et où est-ce que vous allez chercher un petit peu de repos et de douceur, alors? Dans le Dauphiné. Ah bah, voilà. Retour aux sources. Voilà, dans le Dauphiné, où j'ai une maison, qui n'est pas loin d'un lac. Paladru, pour ne pas le citer. Le lac de Paladru, oui. J'ai une maison dans un village qui s'appelle Charavines-les-Bains, où mes parents sont enterrés, puisque ma mère était née dans ce village. Je vais chercher la douceur dans la littérature, qui pourtant est brutale,
Mais l'intelligence et l'esprit humain, ça ne peut pas être complètement brutal. Et chez qui, alors Flaubert, vous nous l'avez dit, puisque ça a été l'objet ouais, d'un mémoire de maîtrise. Flaubert, oui. J'aime beaucoup Victor Ségalen, qui était un médecin de la marine qui a découvert, enfin qui a arpenté plus exactement la Chine au début du XXe siècle, qui a laissé une œuvre un peu mystérieuse. J'aime beaucoup Thomas Mann, qui est un écrivain allemand, qui a eu le prix Nobel de littérature d'ailleurs. En 29. Oui, qui est un personnage dont il s'avère qu'il n'était pas très intéressant comme bonhomme, mais qui a une œuvre phénoménale. Mort à Venise, Les Buddenbrook, La Montagne Magique, enfin tout ce qu'on connaît. Je lis souvent Baudelaire, je trouve que c'est un très grand poète. Et puis je dévore des livres. Enfin, si vous veniez chez moi, vous verriez que ça domine quand même les bouquins. Ma femme proteste, mais... Continuez de protester, madame, continuez de protester, je lui dis, tu peux toujours protester. C'est Dominique, hein, que vous nous avez dit ça, oui. Tu peux continuer de protester, je garderai tous ces livres, je continuerai à recevoir des tas de livres. Voilà. Non, mais sinon, j'aime bien avec mon épouse l'été aller au monastère de Chalais, qui est dans Chartreuse, et qui est animé par des dominicaines, qui sont des femmes formidables, des femmes de lumière, de joie, de tranquillité, de sagesse, d'accueil, avec autour d'elles toute une communauté de laïcs qui sont pareils. Et là, on a vraiment l'impression d'être enfin revenu dans une époque formidable, qui n'est pas la chrétienté, mais qui est l'époque d'après celle qu'on vivra. Voyez. Et ça ne vous donne pas envie d'aller vivre avec eux, puisqu'il y a toute une communauté de laïcs Il y a eu un moment où j'aurais bien aimé être moine. Ça, c'est le côté Saint-Bruno, ça, c'est le côté... parce que c'est le fondateur des Chartreux, votre Saint-Bruno. Oui, non, c'était mon commerce avec les bénédictins d'Hautecombe, en Savoie. Ah oui, Hautecombe, bien sûr. J'y suis allé en juin 68. Il y en a d'autres qui faisaient la révolution. Ah oui, il y avait d'autres choses en ce moment en France. Moi, j'ai vécu intensément le mouvement de mai 68 comme étudiant, puisque j'étais étudiant. Mais en juin 68, avec un ami, qui est mort depuis d'ailleurs, qui était le parrain de mon fils aîné, en juin, on a craqué, on a dit, il y en a marre. Et on est allé chez les bénédictins de Hautecombe, qui étaient très tradis, hein, c'était pas... Mais on a été bien là. Vous avez failli rester. Et là-bas, à un moment, je me suis dit, mais c'est là qu'est la vie profonde. Et non pas la surface ou les plaies et bosses de la révolution de 68. Bon, on est resté quelques jours, on n'est pas resté plus longtemps. C'est intéressant de noter, pour ma petite biographie, que c'est à l'abbaye de Solesmes, chez les bénédictins encore, qu'en 1994, j'ai pris la décision de venir travailler à la Croix, de passer du monde à la Croix, parce que ce n'était pas un passage évident, comme vous l'avez noté tout à l'heure, c'est-à-dire que passer d'un très grand journal à un journal plus petit, ça paraissait bizarre. Et c'est à Solesmes que j'ai eu cette certitude que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il y a des virages de votre vie qui se sont négociés dans les abbayes, en tout cas. Oui. Sous le regard de Dieu. Oui, peut-être. Peut-être. Vous savez, Dieu, je ne l'ai jamais rencontré personnellement. Je le connais mal, en tout cas. Il ne se manifeste pas à moi de manière constante. Je ne lui donne pas de visage, même pas celui du Christ. Enfin, c'est trop facile de dire c'est le visage du Christ. C'est plutôt un encreux, enfin, c'est une question, c'est un point d'interrogation pour moi, Dieu. C'est une espérance, c'est un pari. Je suis très pascalien, en fait. C'est un pari. Mais une vraie rencontre, comme vous dites, je sais pas, ça a dû m'arriver 2-3 fois dans ma vie, pas plus. Et c'est pas... Mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, mais de temps en temps, j'envie ceux qui constamment bombent le torse en vous disant, bah moi Dieu dans ma vie il fait ci, il fait ça, tous les jours Dieu. Oui, peut-être qu'on ne sait pas voir, peut-être qu'on ne sait pas voir non plus. Peut-être qu'on regarde mal, Mais le silence pour moi est une approche vers Dieu, mais une approche qui ne va pas jusqu'au bout. Voilà. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a toujours au bout un autre silence. Voilà. Bon, maintenant, le silence de Dieu,
On a beaucoup écrit sur le silence de Dieu. Mais je pense qu'il est là. Mais j'en suis pas sûr. Quel est l'objet que vous m'avez apporté, Bruno Frappa, puisque je vais le découvrir en même temps que les téléspectateurs, et qu'il est caché quelque part dans votre veston? Ça ressemble à un silence. Ah, oula. J'ai peur. Je le sors avec beaucoup de précautions. Parce que, voilà. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Alors, je vois très très bien une feuille pliée en quatre, une feuille A4 pliée en quatre que vous dépliez et qui est absolument blanche, recto et verso. Voilà, alors ceci est ce qu'on appelle une page blanche. Oui, bah alors, oui, bien connu des journalistes. Une page blanche, il y en a que ça te terrifie. Vous me l'offrez? Offrez-la moi, s'il vous plaît. Plaisir. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup, Bruno Frappa. Ah, c'est tout à fait normal. Attention, vous sortez le crayon immédiatement derrière. Oui, c'était pour dire qu'une page blanche, c'est formidable parce que ça appelle le stylo, ou le clavier, ou tout ce que vous voudrez, et ça vous invite à écrire. Parce qu'une page blanche, sa vocation, c'est de devenir une page noircie. Je vous la rends pour que vous noircissiez quelque chose. Une page noircie de mots. Oui. Et pour moi, une page blanche, c'est l'avenir. Et tant qu'il y aura des pages blanches, on va pouvoir les écrire. Le drame, ce serait qu'on vive un jour dans un état où il n'y aurait que des pages déjà noircies, ou pas de pages du tout. Et pour moi, ça, c'est l'espérance, la page blanche. La voilà. Et l'avenir est là, et on va l'écrire. Vous savez ce que c'est que la confiance en Dieu? C'est ça? Peut-être que Dieu, c'est une page blanche. C'est une page blanche que l'on signe soi et où on laisse Dieu écrire dessus. Ah oui, on signe soi. Je me demande si c'est pas du Saint-Augustin, ça c'est pas de moi, je vous le dis tout de suite. Ah oui. Voilà, on signe alors, attends, Bruno Frappa est en train de signer en bas de la page blanche. Voilà. Voilà. Et on va laisser Dieu. Et on va laisser Dieu écrire dessus. Voilà. Si j'étais maligne, c'est moi qui écrirais dessus, mais bon, je ne le ferai pas. Ben, vous pouvez écrire à côté de moi. Voilà. Ah ben là, attendez, on est en train de signer une page blanche tous les deux, il me fait faire de ces trucs. Bon alors, il me fait faire de ces choses. C'est plus engageant à mon âge qu'au vôtre, sans vouloir être... Hop, voilà, c'est vous qui êtes... Non, je vous le laisse. Vous me la laissez, pas le stylo, s'il vous plaît. Merci. Excusez-nous, on fait nos petites affaires. Je suis responsable de la page blanche et vous gardez le beau stylo. Voilà. Très bien. Alors, vous savez sur quoi vous venez de signer aussi? C'est sur un petit questionnaire que j'ai préparé à votre attention. Ah bon? Un petit questionnaire de Proust, façon un peu Proust. C'est pas le sien, c'est un autre. Oui. C'est le mien. Donc, si vous êtes encore supérieur. Partant, sans doute pas. Si vous êtes partant, on va y aller pour quelques questions. À l'emporte-pièce. Bruno Frappa, si vous pouviez être plus que vous, qui ou que seriez-vous? Ça démarre un peu fort, je ne suis pas allée avec le plus que facile. Moi? Oui. C'est inimaginable. Si, ça allait parfaitement. Je vous assure, faites un effort. Je serai un écrivain. Ah, la tentation littéraire de chaque journaliste. C'est vrai, ça sommeille en chaque journaliste. Un écrivain qui, au hasard... Non, chaque journaliste, si vous permettez, une digression, est quelqu'un d'autre de rentré. Oui. Moi, je suis un écrivain rentré. D'accord. Mais vous avez des journalistes qui sont des politiques rentrés. C'est vrai. Qui sont des flics rentrés. Sans doute. Qui sont des militaires rentrés, qui sont des médecins rentrés, qui sont des scientifiques rentrés, qui sont des prêtres rentrés, ou des évêques, ou des archevêques. Vous savez ce que vous êtes rentré? Moi, je suis un écrivain rentré. D'accord. Voilà. Et vous allez sortir? Peut-être. Vous y travaillez, la retraite, ça sert à ça aussi. On peut se remettre au piano, on peut s'occuper des petits-enfants, et puis on peut également mais on peut sortir. Est-ce qu'on a quelque chose à dire? Alors, question numéro 2. Question numéro 2. Quel livre aimez-vous offrir? La Pléiade. La Pléiade. Des livres de la collection La Pléiade. Dans la Pléiade. Ah oui, parce que toute la Pléiade, c'est quand même un... Flaubert. Flaubert, Peggy, Victor Hugo, correspondance de Voltaire. En Pléiade. Question numéro 3. Est-ce que vous avez des névroses? Oui, probablement. 3 bis, si oui, lesquelles? Je ne sais pas, demandez à ma femme. Dominique Frappa, si vous nous entendez. Elle est psychanalyste, alors. Ah oui, en plus. Oui, elle pourra vous aider. D'accord. Il n'y en a pas une comme ça La névrose du rangement. D'accord. Dans le sens où vous l'avez complètement. Ou vous ne l'avez pas du tout. Oui, si, je l'ai. Si, je suis un peu maniaque du rangement. Oui. Et ça révèle quoi de votre personnalité, d'après votre femme? D'après moi, ça révèle une angoisse, quoi. Ouais. Mais j'avais dit d'après votre femme, mais c'est pas grave. Oh, elle expliquerait que je tourne autour du pot, oui, c'est la même chose, voilà. Si vous aviez une minute de silence qu'on vous offrait, à qui ou à quoi la consacreriez-vous? Vous savez, quand on fait une minute de silence pour telle cause, tel événement, tel...
tel combat. Pour un événement extérieur Je à ne sais moi. pas, oui, oui. Une minute de silence, ce serait pour qui? Offrir une minute de silence. Pour toutes les victimes de l'injustice. Ah oui, donc il y a aussi un magistrat rentré alors chez vous? Oui. Peut-être aussi. Qu'est-ce qui vous étonne encore dans la vie? La nouveauté. Ouais. La nouveauté, c'est que rien ne se passe jamais comme on a prévu. Quel est le luxe dont vous ne sauriez vous passer? Un grand appartement dans Paris. D'accord, c'est ce que vous avez actuellement? Oui. Félicitations. Oui. Bah tiens, justement, qu'est-ce que réussir sa vie? Être heureux, Qu'est-ce qu'être heureux? être bien dans sa peau, Et ça se manifeste comment? la liberté. Wow. La liberté. Et c'est quoi votre définition de la liberté, là, aujourd'hui? C'est pouvoir, Ça a peut-être évolué au fil du temps, mais... pouvoir penser ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, en ayant le sens de la responsabilité. Voilà. Vous avez déjà eu peur dans vos différentes parties de vie, vos différentes affectations, vos différents métiers et postes que vous avez occupés? Vous avez déjà eu peur de ne pas être à la hauteur? Oui, ça m'est arrivé, oui. Quand j'ai été nommé directeur de la rédaction du Monde, par exemple, en 91, ma culture internationale était un peu légère quand même pour diriger un journal comme Le Monde. Là, j'ai eu un peu peur. J'ai eu peur aussi de ne pas arriver à réaliser le projet de fermeture de l'imprimerie de la Croix en 95. Ah oui, quand vous avez externalisé l'imprimerie. Oui, parce que là, j'ai eu une opposition sociale très dure, avec des mouvements de grève prolongés. J'ai eu peur que le journal coule. Voilà. D'accord. Et là, je me suis dit, le petit garçon timide qui lisait Tintin, là, de quoi il se mêle à vouloir fermer une imprimerie. Est-ce que Tintin, il serait fier de vous, de ce que vous êtes devenu? Tintin, il dirait que j'écris beaucoup par rapport à lui, déjà. Il serait un peu, j'espère qu'il serait jaloux, parce que Tintin, on ne voit jamais un On ne voit jamais écrire, oui, c'est vrai, je suis d'accord. Jamais. Il vit ses aventures, il écrit. Voilà. Il est reporter, mais il ne rapporte pas, alors c'est bizarre. Qu'est-ce qu'on vous souhaite pour la suite de votre existence, qui a un long parcours de retraite, de simili-retraite, parce qu'on n'y croit pas du tout, pour tout vous dire, qui s'annonce devant vous? De ne jamais radoter. Bien. Voilà. Et y compris dans mes écrits, enfin, commencer par mes écrits, parce que dans la vie personnelle, je radote. Mais dans les écrits, j'espère. Oui, ce que je voudrais souhaiter, c'est que quand je commencerai à radoter dans mes écrits, quelqu'un prenne son courage à deux mains et me le dise. Oui, vous avez une femme qui est là pour ça. Elle lit toujours mes papiers avec retard. Dominique, décidément, si vous nous entendez, cette émission est pour vous. Hein, vous qui allez le supporter pour les 40 années qui arrivent. 40, formidable. Je vous remercie en tout cas beaucoup d'être venu dans cette émission. On a appris à mieux vous connaître. Et voilà, vous revenez quand vous voulez, Bruno Frappat. C'est à vous de dire. Voilà, quand vous sortirez votre roman. Okay. Merci infiniment. Au revoir. Au revoir.